Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'une entreprise hors marché et voir dans quelle mesure c'est quelque chose qui est un avantage ou un inconvénient. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est une entreprise qu'on achète hors marché? C'est une opération de cession qui n'est pas intermédiaire. Et donc ça veut dire que le cédant n'a pas un conseil, un banquier d'affaires qui va pouvoir l'accompagner sur l'opération. C'est ce qu'on voit fréquemment, par exemple, sur des opérations de petite taille, dans lesquelles la structuration de l'opération est relativement facile. Ça peut être la volonté du cédant de ne pas payer le coût des honoraires du banquier d'affaires. Ça peut aussi être parce que le cédant connaît déjà ses contreparties, des acquéreurs potentiels et veut avoir une relation en direct avec eux. Ça peut être parce que le cédant est directement approché par un acquéreur et va enclencher une discussion avec lui sans avoir préalablement vraiment déclenché un projet de cession. À l'inverse, un projet intermédiaire va avoir l'accompagnement d'un banquier d'affaires qui va chercher évidemment lui à réussir la cession et pour sécuriser la cession, il va chercher à identifier des acquéreurs, à les contacter et à avoir le plus de chances possible d'arriver à une opération rapidement. Et donc pour cela, mettre en concurrence les acheteurs, essayer de monter le prix de la valorisation et sécuriser le financement. Généralement, les banquiers d'affaires ont une commission au succès qui est indexée sur le montant de la valorisation. Et donc, ils vont être incités à défendre la valorisation d'entreprise de leurs clients. Là, on va se concentrer sur la vision de l'acheteur, buy side. Et donc, en tant qu'acheteur, on peut recevoir des dossiers de banque d'affaires. Principalement, les banques d'affaires travaillent en sell side, en session. Elles vont accompagner leurs clients pour se vendre. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisant pour une banque d'affaires. Elle sait qu'une société qui se vend, en général, a réfléchi à son projet, a pris une décision et ne va pas changer les choses, ne va pas changer d'avis et mettre fin au projet. Or, comme la rémunération du banquier d'affaires a lieu principalement au succès, une fois que l'opération est réalisée, c'est très important pour lui que l'opération se fasse. En général, les banques d'affaires ont aussi un retainer, un forfait fixe pour démarrer la mission, mais il est bien plus faible que la partie au succès. Donc la plupart des banques d'affaires travaillent en session. Et donc l'acheteur peut recevoir les dossiers des banques d'affaires. Et donc il reçoit par exemple les teasers anonymes, il regarde si ça l'intéresse, il va signer l'accord de confidentialité, accéder à la data room et là confirmer son intérêt. Et donc l'acquéreur, lui, peut très bien ne pas être accompagné. Même si l'acquéreur n'est pas accompagné, ça reste un dossier intermédiaire parce que le cédant a, lui, son banquier d'affaires. Donc les avantages de travailler dans un dossier intermédiaire pour l'acquéreur, ça va être que le processus est vraiment défini. C'est-à-dire que le cédant a fait appel à un banquier d'affaires et donc a priori, il est vraiment sérieux à propos du projet de cession. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une structure au niveau du planning, des prochaines étapes, des dates de livrables et on va se retrouver en général avec une data room qui est mieux présenté, avec plus d'informations, avec des documents, des chiffres qui ont été préparés également par le banquier d'affaires. Et donc, ça va être moins nécessaire pour l'acquéreur de revenir à la charge en demandant des documents, en demandant des informations. L'avantage est qu'on reçoit aussi les dossiers directement sans avoir initié de démarche, de temps, d'activité pour sourcer des dossiers de manière proactive. À l'inverse, on va avoir des inconvénients parce qu'on va être justement en concurrence avec d'autres entreprises. Ça va porter l'attention du dirigeant sur une valorisation plus haute, mais de manière plus globale, et on n'y pense pas forcément, ça va aussi freiner la relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler, on va faire une proposition, on va devoir être mis en attente, on va devoir être comparé, et ça peut casser une dynamique, une relation particulière avec le cédant. L'avantage de travailler sur un dossier hors marché, c'est qu'on n'est pas pressé sur l'envoi de la LOI. Parce que quand on est en concurrence, il faut en général envoyer une LOI, une lettre d'intention, qui va permettre de bloquer un créneau de discussion exclusive entre le cédant et l'acquéreur et permettre de ne plus parler avec les autres acquéreurs potentiels et donc d'avoir vraiment une relation en direct en pouvant aller jusqu'au bout de l'opération s'il y a un accord. Évidemment, il y a une pression sur la LOI, c'est-à-dire que qui va être l'acquéreur qui va envoyer le premier sa proposition, sa lettre d'intention, pour permettre ensuite d'avoir un moment d'échange, de négociation exclusive entre l'acquéreur potentiel qui est retenu et le cédant. Et donc l'acquéreur, en général, veut avoir cette exclusivité de négociation et donc avoir sa LOI qui soit retenue. C'est qui peut presser l'étude et peut-être nuire à l'étude du dossier. Donc l'avantage de travailler avec une cible hors marché, c'est que cette cible n'a pas initié son projet de cession de manière formelle, n'a pas travaillé avec une banque d'affaires et mis en concurrence d'autres acquéreurs. On va pouvoir être le seul à discuter avec elle, ce qui va créer un contexte beaucoup plus favorable pour la discussion. On va aussi avoir un timing qui est plus flexible, qui pourra être plus rapide ou plus long en fonction de la situation. Et comme le cédant ne sera pas conseillé, il pourra être moins susceptible sur certaines clauses, certaines conditions de négociation sur lesquelles un banquier d'affaires l'aurait conseillé de négocier par défaut, tout simplement parce que c'est son métier. Donc pour un acquéreur qui se spécialise sur des sociétés hors marché, il peut très bien lui être dans une démarche proactive et contacter des sociétés, ou alors
passive et recevoir des dossiers non intermédiaires qui s'adressent directement à lui. Ça va être le cas, par exemple, si c'est une entreprise qui est connue sur son secteur d'activité, elle va recevoir des dossiers et va pouvoir les évaluer directement. L'inconvénient des dossiers qu'on reçoit de manière passive, c'est qu'ils correspondent à des secteurs d'activité sur lesquels on est déjà identifié sur le marché. Et donc, ce ne sont pas forcément ceux-là qu'on veut développer sur son projet de croissance externe, d'acquisition. Peut-être qu'on veut créer un nouveau produit, un nouveau service, se diversifier, rechercher une nouvelle technologie, et donc on ne va jamais recevoir de dossiers potentiellement qui correspondent à cette stratégie précise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches proactives pour aller identifier directement les sociétés. Parce que donc il y a forcément un biais quand on reçoit des dossiers de manière passive. À l'inverse, l'inconvénient d'une démarche proactive, c'est qu'on peut parfois enclencher des discussions avec des gens qui ne sont pas extrêmement motivés, qui vont être curieux, répondre à un appel, et ensuite ne plus donner suite de vie ou alors abandonner le projet. C'est un temps qui reste tout de même très limité, parce que la personne qui est curieuse va faire un appel, peut-être 2 appels, mais ensuite elle ne va pas donner simplement pour le plaisir, beaucoup d'informations confidentielles sur sa société, son chiffre d'affaires, sa rentabilité, ses employés. Elle va arrêter assez tôt la discussion. Donc en fait, si on veut faire une opération en marché, on a différents canaux à disposition. On a le fait de recevoir un flux entrant, parce qu'on est connu par exemple sur un domaine. On peut aussi s'adresser à un réseau qu'on a, un réseau d'experts comptables, de banques d'affaires, d'avocats, d'autres entreprises, d'associations professionnelles pour faire connaître ces critères d'acquisition et recevoir des dossiers. On peut soi-même avoir une approche directe et aller contacter des entreprises, donc d'abord les identifier, puis les contacter, ou alors travailler avec une banque d'affaires qui est spécialisée en buy side. L'avantage de passer par une banque d'affaires, c'est que la première approche va être anonyme. Et donc on va pouvoir avoir la connaissance de l'état du marché et la volonté de se céder de ses cibles sans avoir dévoilé son nom. Et ça peut être intéressant par exemple si on travaille sur un domaine avec peu d'acteurs ou alors si on va chercher à contacter des entreprises avec lesquelles on travaille déjà au quotidien. Peut-être qu'on veut acheter un fournisseur, un client, une entreprise liée à son écosystème, et le fait de savoir directement qui est potentiellement ouvert à la session de manière anonyme sans avoir eu à dévoiler son identité, ça va être un gain. Ça va être aussi le gain de temps, puisqu'un professionnel va se charger d'identifier toutes les sociétés qui correspondent bien aux critères, enrichir leurs données, les contacter et nourrir la discussion. Évidemment, il va y avoir un coût pour payer le banque d'affaires dans l'acquisition. Si on reçoit déjà beaucoup de dossiers qui correspondent bien à sa stratégie, ce n'est pas forcément la peine de vouloir avoir une approche proactive. Si au contraire, on a une stratégie qui est proactive, ou alors on veut se positionner sur des nouveaux secteurs d'activité, là, ça va devenir très intéressant d'avoir des sociétés cibles qui correspondent exactement à ce qu'on veut, et donc faire appel à un cabinet en acquisition. Donc, chez Collaboration Capital, on propose gratuitement plusieurs ressources pour les projets d'acquisition, avec notamment des classements sur les professionnels du M&A qui sont le plus représentés sur un secteur d'activité et un pays concerné, qui, par exemple, en France, est le plus actif sur la vente de SN, d'entreprises de nettoyage ou autres, et qui inclut tous les professionnels, donc les banquiers d'affaires, les avocats, les experts comptables, les financeurs, qui peuvent être des banques ou des fonds d'investissement, qui connaissent un petit peu le marché, qui connaissent des dirigeants qui pourraient avoir un projet de cession. On va avoir la liste de toutes les opérations réalisées en fusion-acquisition dans le monde, avec un historique, pour voir qui sont les professionnels qui travaillent le plus sur ce secteur d'activité-là et cette taille-là. Et c'est donc vers ces professionnels-là qu'on va pouvoir se diriger pour avoir leur potentiel dossier en cours. Et on donne aussi des statistiques du marché sur l'ouverture à la cession. Ce qu'on a constaté, c'est que sur un domaine donné, il y a un taux de sociétés qui vont être intéressées pour se céder. Et ce taux va être radicalement différent d'un secteur d'activité à l'autre. C'est un ratio qui varie généralement de 10 à 40%. Et donc, en fonction du secteur, du pays, on peut avoir un ratio qui est plus ou moins faible ou élevé. Et donc, nous, on met à disposition aussi les ratios qu'on observe sur les différents secteurs d'activité. Et comme ça, vous pouvez faire des prédictions assez fines en vous disant, voilà, sur 50 sociétés que je vais contacter, je vais avoir un ratio, par exemple, de 10% avec 5 personnes qui vont vouloir discuter avec moi de la session ou alors supérieur. Et évidemment, en plus, on reste disponible pour parler du projet précis avec plaisir. Merci.